Mais je suis sûr que tout ça, c'est à cause de sa perruche morde. Quoi? Sa perruche? Demanda Carole, confuse. Oui, expliqua Germaine en reprenant son ménage. Il l'a trouvée raide morte ce matin dans sa cage. Il doit être triste, le pauvre homme. À son âge, perdre une perruche ou un ami de longue date, c'est un peu la même chose, sauf que la perruche ne se plaint pas de ses rhumatismes. Peu de temps après, le docteur Lépine fit son entrée. C'était un homme qui respirait l'assurance et les honoraires élevés. Il s'approcha des Adélard avec une mine de circonstance. Le mal, là, ça part dans les épaules puis ça descend le long de la colonne, expliquait Germaine au médecin en mimant le trajet de la douleur sur son propre corps. Le docteur l'interrompit poliment. « Madame, je suis ici pour examiner votre beau-père, pas pour faire un cours des anatomies comparées. » « Prenez votre temps avec lui, docteur, lança Germaine en s'éloignant vers la cuisine. Il n'est pas pressé, il n'a pas de rendez-vous galant avant vendredi, et encore, c'est si le bon Dieu est de bonne humeur. Adélard regarda le médecin avec des yeux de merlan-frit. « Est-ce que tu es prêt à mourir, Adélard » demanda Germaine depuis la pièce d'à côté. « Oui, répondit le vieil homme, ce sera fait vendredi, j'y ai déjà tout prévu. » Le docteur Lépine, un peu décontenancé par l'humour noir de la famille, commença son examen. « Il va falloir des tests plus approfondis, conclut-il après quelques minutes. »« Des tests » demanda immédiatement Germaine, l'oreille tendue. « Ça va-t-il coûter cher, ça encore ?»« Oui, répondit le médecin. Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles et de son urine. » Germaine se tourna vers Adélard, traduisant à sa manière. « Qu'est-ce qu'il dit » demanda le vieil homme qui n'avait pas tout saisi. « Il veut tes bobettes, Adélard. Il veut analyser ton héritage. » cria Germaine. La suite de la visite fut une succession de quiproquos. Le docteur tenta de prendre la température du grand-père, mais la communication entre les trois personnages était pour le moins laborieuse. « Monsieur Lebrun, il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous mets le thermomètre, expliquait le docteur. Moi, mon mari me demandait exactement le contraire, voyez-vous. Intervint Germaine avec un clin d'œil malicieux au médecin. Le docteur Lépine soupira, comprenant qu'il ne sortirait pas indemne de cette maison. Je vais devoir prendre sa température rectale, Madame Lebrun. Pouvez-vous m'aider? Avec plaisir. S'exclama Germaine. Adélard, prépare-toi, le docteur va te faire une petite surprise. Attention, c'est pour ton bien. Entre les cris de surprise du grand-père, les rires étouffés de Germaine et le sérieux imperturbable du docteur, la scène ressemblait à une pièce de boulevard mal répétée. Une fois l'examen terminé, le docteur se prépara à partir, non sans avoir dégusté un café que Germaine lui avait offert avec une insistance suspecte. « Oh mon Dieu » s'exclama Germaine en regardant Adélard une fois le médecin parti. « Tu devrais te voir dès ici, grand-papa. Avec tes fesses à l'air, on dirait une grosse pomme au caramel oubliée sur le comptoir. » Adélard tenta de reprendre sa dignité en ajustant sa chemise de nuit. « Arrange-toi un peu, voyons. Asseois-toi là, et reste tranquille. » Mais alors qu'il s'asseyait, un bruit suspect se fit entendre. « Monsieur Lebrun? Qu'est-ce que c'est que ça? » s'écria le docteur qui cherchait son thermomètre. « Ah? Ben là, grand-papa, on va jouer à la chasse au trésor. » s'exclama Germaine en éclatant de rire. « Je pense que ton thermomètre a disparu dans la cavité secrète. » Le docteur Lépine, paniqué à l'idée de perdre son instrument de travail, commença à parler des urgences et des explorations de cavités. Pour Germaine, c'était le comble du comique. Elle imaginait déjà les gros titres du journal local. « On va forer pour trouver des gaz de schiste. » Lança-t-elle au docteur qui s'enfuyait presque. « Au revoir, docteur. À très bientôt, j'y espère. » Elle se tourna vers Adélard, le doigt pointé vers lui. « Grand-papa, tu t'en vas à l'hôpital, et tu ne reviens pas tant que tu n'as pas rendu le matériel au docteur. » Chapitre 3. Le silence qui régnait dans la cuisine après le départ du docteur Lépine était trompeur. Germaine Lebrun,
assise à sa table, ne se contentait pas de grignoter un biscuit, elle élaborait un plan de bataille digne des plus grands généraux. Pour elle, le bonheur de son fils Bruno était une affaire des États, et si Geneviève avait décidé de rompre, c'était forcément parce qu'Hélène n'avait pas encore goûté à la diplomatie persuasive de la matriarche Lebrun. Soudain, Geneviève fit son entrée. Elle semblait nerveuse, cherchant sans doute à récupérer quelques affaires ou à clore définitivement ce chapitre de sa vie. Mais Germaine ne l'entendait pas de cette oreille. Elle accueillit la jeune femme avec un sourire qui aurait pu glacer le sang d'un Esquimau, tout en lui tendant l'inévitable boîte de biscuits. Pour Germaine, un biscuit était l'arme de médiation par excellence, une manière de ramollir l'adversaire avant de lui asséner le coup de grâce. Elle commença doucement, interrogeant Geneviève sur les raisons de cette rupture soudaine. Geneviève, tentant de rester polie, expliqua qu'elle se sentait étouffée. C'est alors que Germaine changea de ton. Elle reprocha à la jeune femme de torturer son pauvre Bruno, ce trésor qui ne ferait pas de mal à une mouche, sauf peut-être par maladresse. Germaine exigea des excuses, convaincue que toute crise de couple pouvait se résoudre par un simple pardon et une bonne dose de soumission aux règles familiales. La réponse de Geneviève fut une véritable explosion. Au lieu de s'excuser, elle confia à Germaine son regret profond d'avoir jamais mis les pieds dans cette famille. Elle décrivit Germaine comme une mère dominante et envahissante, une femme dont l'ombre planait sur chaque geste de son fils. Germaine resta un instant sans voix, un phénomène si rare qu'il aurait dû être consigne dans les annales de la science. Elle espérait une réponse courte et contrite, elle venait de recevoir une déclaration des indépendances. Bruno arriva juste au moment où Geneviève franchissait la porte pour la dernière fois, en criant à Bruno qu'il pourrait enfin être heureux avec sa mère. Le pauvre garçon, complètement de passe par les événements, demanda ce qui venait de se passer. Germaine, retrouvant ses esprits, tenta de minimiser la chose en expliquant qu'elle avait simplement voulu offrir un biscuit et un peu de sagesse maternelle. C'est alors que Carole, armée de ses livres de psychologie et d'une détermination nouvelle, décida d'organiser une séance de psychothérapie familiale. Elle voulait régler les conflits par le dialogue et la compréhension mutuelle. Germaine, bien que sceptique, accepta de participer, à condition qu'elle puisse garder son rôle de leader. Carole installa tout le monde dans le salon, insistant sur le fait que chacun devait s'exprimer librement sans intervention extérieure. Mais pour Germaine, ne pas intervenir était une torture pire que d'avoir les deux pieds dans les étriers chez le docteur. Elle commença par réclamer des badges avec les noms de chacun, car selon elle, une séance sérieuse nécessitait une identification claire. Quand Carole refusa, Germaine se lança dans une comparaison absurde entre la psychothérapie et le pilotage d'un avion, expliquant qu'on ne pouvait pas atterrir sans procédure et sans savoir qui était le capitaine. La séance dégénéra rapidement. Germaine exhuma de vieux souvenirs, comme est l'histoire de Tommy la Lancette, le premier amour de Carole qu'elle avait fait fuir des années auparavant. Elle se vantait d'avoir sauvé sa fille d'un avenir de misère avec un bon à rien, tandis que Carole l'accusait de détruire systématiquement toutes ses chances de bonheur. La tension monta jusqu'au point où Carole, à bout de nerfs, bouscula légèrement sa mère pour se réfugier dans sa chambre. Germaine, avec le sens du drame qui la caractérisait, hurla qu'elle avait été agressionnée par sa propre fille. Elle se plaignit que son bras était mort et qu'elle ne sentait plus rien. Pour elle, cet incident était la preuve ultime de l'ingratitude de ses enfants. Elle se tourna vers le public invisible de sa cuisine, déclarant que si Dieu lui demandait un jour de sacrifier un de ses enfants, Carole serait sans doute la première sur la liste. Pourtant, au milieu de ce chaos, un petit miracle se produisit. Bruno et Geneviève, réunis par leur aversion commune pour les interventions de Germaine, se retrouvèrent et décidèrent de se donner une seconde chance. Bruno alla même jusqu'à demander Geneviève en mariage, une nouvelle qui fit bientôt le tour de Bronzeville. Germaine, bien que contrariée d'avoir perdu le contrôle de la situation, ne put s'empêcher de se dire qu'au fond, elle était une maman formidable, même si elle trouvait que Geneviève était toujours une écœurante de première classe. Chapitre 3 – Diplomatie de cuisine et biscuits de la paix. Le silence qui suivit la révélation de Bruno ne dura que l'espace de quelques secondes, car dans la maison des Lebrun, le calme était une denrée plus rare que la tranquillité d'esprit de Grand-Papa.
Germaine, immobile devant son évier, sentit un mélange complexe d'émotions l'envahir. D'un côté, l'idée que son fils de 33 ans puisse enfin prendre son envol était une suite logique des choses, mais de l'autre, la perspective qu'il le fasse sous la dictée de Geneviève lui paraissait être une erreur monumentale. Germaine se tourna vers Bruno, qui triturait nerveusement un apron sur la table de la cuisine. Elle ne voulait pas paraître autoritaire, bien que son tempérament la poussait naturellement dans cette direction. Elle décida d'employer une tactique plus subtile, celle qu'elle appelait la diplomatie du biscuit. Elle posa devant lui une assiette de ses célèbres pâtes d'ours, encore tièdes et saupoudrées de sucre. Elle savait que pour un homme, le chemin vers la confession passait inévitablement par l'estomac. Carole, observant la scène depuis le cadre de la porte, reconnut immédiatement le manège de sa mère. Elle intervint en suggérant que le problème n'était pas le déménagement en soi, mais la peur de l'engagement. Pour Carole, chaque hésitation de son frère était une mine d'or pour ses études en psychologie. Elle commença à expliquer que Bruno souffrait probablement d'un conflit d'attachement, citant des termes complexes qui semblaient glisser sur Germaine comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Germaine finit par couper court aux théories scientifiques en affirmant que Bruno n'avait pas besoin de psychologue, mais d'une femme qui sache cuisiner autre chose que des plats congelés, une flèche à peine voilée en direction de Geneviève. La discussion fut interrompue par un cri provenant de l'étage. Grandpapa, dans un élan de nostalgie ou de confusion, avait décidé de réorganiser sa chambre pour y accueillir, selon ses dires, une nouvelle colonie de perruches imaginaires. Germaine monta les escaliers 4 à 4, râlée par le bruit des meubles que le vieil homme tentait de déplacer avec ses forces déclinantes. En entrant dans la chambre, elle découvrit un chaos qui ferait pâlir n'importe quel inspecteur de la santé. Mais au lieu de se fâcher, elle vit la solitude dans les yeux de son beau-père. Elle s'assit un instant sur le bord de son lit et, pour une fois, elle se tut. Elle comprit que chacun dans cette maison cherchait sa place, que ce soit à travers une envolée amoureuse ou un deuil solitaire. De retour en bas, Germaine retrouva Bruno et Carole en pleine négociation. Carole proposait d'organiser une rencontre entre Germaine et Geneviève, une sorte de sommet de la paix en terrain neutre, c'est-à-dire ailleurs que dans la cuisine des Lebrun. Germaine accepta l'idée avec une méfiance évidente, mais elle y vit une occasion de jauger l'adversaire de plus près. Elle se mit à imaginer les questions qu'elle poserait, des interrogations qui ressembleraient davantage à un interrogatoire de police qu'à une conversation amicale entre futures parentes. La soirée se poursuivit dans une atmosphère de trêve fragile. Germaine, tout en débranchant le pistolet à impulsion électrique de Margot que Carole avait laissé sur le comptoir, réfléchissait à sa propre vie. Elle se rappela ses débuts avec Roger, les sacrifices qu'elle avait faits pour bâtir ce foyer. Elle voulait le meilleur pour ses enfants, mais elle commençait à réaliser que le meilleur pour eux n'était pas forcément ce qu'elle avait prévu. C'était une leçon difficile pour une femme qui avait passé sa vie à tout contrôler, de la propreté des vitres à la destinée de sa progéniture. Alors que la maison s'enfonçait enfin dans le calme de la nuit, Germaine resta seule dans sa cuisine, son sanctuaire. Elle regarda les photos de famille punaisées sur le réfrigérateur, souriant devant les visages de ses 6 enfants. Elle se dit que peu importe le nombre de déménagements ou de ruptures, cette pièce resterait toujours le point de ralliement, le port d'attache où l'on revenait toujours pour trouver un peu de chaleur, un bon conseil et, surtout, un biscuit fraîchement sorti du four. Elle s'endormit ce soir-là avec la certitude que, malgré les tempêtes à venir, les Lebrun resteraient soudés, car l'amour, comme le ménage, était un travail de tous les jours qui ne finissait jamais vraiment. Chapitre 1 – Le tourbillon de Germaine. La poussière semblait avoir élu domicile chez les Lebrun depuis des décennies, mais pour Germaine Lebrun, ce n'était qu'une occupation passagère qu'elle gérait entre 2 répliques cinglantes. Elle se tenait au milieu de son salon, un plumeau à la main, vêtue de